Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa. C'est une nouvelle thérapie, voire une nouvelle séance de torture qui nous attend aujourd'hui après cette défaite de l'OGC Nice, 1-0 face à Clermont, 1-0, 2 cartons rouges, un contenu indigent, peut-être même encore pire que ce qu'on a pu voir jeudi dernier sur la pelouse de Tel Aviv. L'OGC Nice coule au classement déjà, puis dans notre estime petit à petit. On va essayer malgré tout de parler de ce match et de passer plus de 5 minutes à crier de copieuses insultes envers les joueurs et d'essayer d'être un peu plus constructif. Je vous avoue que ça demande un certain effort, mais bon, malgré tout, on sait qu'on va devoir les supporter toute la saison et toute notre vie. Donc essayons de mettre un peu d'eau dans notre vin et de voir ce qui a pu complètement déconner encore une fois aujourd'hui dans ce match. Il est fidèle au poste, il est toujours là, toujours présent, il répond présent en tout cas, ça fait de lui quelqu'un de meilleur que les 15-16 joueurs qu'on a pu voir sur le terrain cet après-midi. C'est Jérémy. Salut Jérémy. Je ne te demande pas comment tu vas, mais bon, bienvenue. Bienvenue dans cette séance de douleur. Salut Sky, salut à tous. Bah écoute, oui, après ce match qu'on peut qualifier de catastrophique, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais comme tu as dit, on va essayer d'argumenter tout ça, de voir un petit peu ce qui est positif, même s'il n'y a pas eu grand-chose honnêtement, mais on va parler de tout ça. Il fait ses grands débuts dans notre émission. C'est Chris. Salut Chris, comment ça va? Salut Sky, merci pour l'invitation et salut tout le monde. Comment ça va? Ça va être compliqué. On est tous en thérapie depuis jeudi, donc on continue. Voilà, la thérapie continue. Deuxième séance collective aujourd'hui. Bon, on va probablement aborder les points un peu plus douloureux. C'est un peu plus la colère que la déception, je pense, aujourd'hui, qui prédomine. Bon, peut-être parce que ce numéro est fait un peu plus tôt que d'habitude et à chaud. Hein, ça n'aide pas forcément, mais on va quand même s'efforcer d'être les plus constructifs et les plus objectifs possibles. Bon, mission impossible, je vous l'annonce quand même. Mais bon, malgré tout, c'est l'intention qui compte. Messieurs, l'OGC Nice perd, donc ça fait le 3e but encaissé en 3 matchs, 2 buts marqués, 2 cartons rouges, 2 nuls, une défaite. Le bilan est catastrophique. À ça, on peut ajouter la défaite en barrage aller jeudi, comme tu le rappelais, Chris, face au Maccabi Tel Aviv. Bon, il n'y a vraiment pas grand-chose à retenir. Et là, peut-être, vous allez me donner déjà un premier avis sur l'ensemble et le sentiment qui prédomine après ce match. Là, peut-être, on a encore creusé au niveau du contenu, au niveau de l'attitude des joueurs. Ouais, ouais, complètement. C'était, moi j'ai encore du mal à réaliser ce que j'ai vu, surtout en première mi-temps. Honnêtement, je comprends pas comment tu peux être footballeur, voire même sportif et montrer ce qu'ils ont montré sur le terrain. Honnêtement, je pense que à part Todibo et Lemina qui ont essayé un petit peu de faire ce qu'ils pouvaient, les autres n'ont strictement rien montré. Même des joueurs que j'aime beaucoup comme Kefren Turam qui est passé aussi totalement au travers. On a vu des joueurs qui trottinaient en fait, donc ben, tu peux pas gagner un match avec des joueurs qui trottinent. Je crois que la seule action qu'on a, c'est celle en début de match avec Gougri qui frappe le poteau. Voilà, enfin, il y a honnêtement cette première mi-temps, je sais pas de mémoire si j'ai déjà vu ça. Donc j'ai beaucoup de mal à comprendre et comment on peut en arriver là, pardon. Et après, bon, en seconde mi-temps, ça n'a pas été beaucoup mieux. Les entrants qui ont amené un petit peu un semblant de football avec Andy Delors et Youssef Attal notamment. Les autres n'ont pas vraiment pu montrer quelque chose après les 2 cartons rouges. Donc non, match absolument catastrophique. C'est absolument incompréhensible de voir ça. Donc c'est voilà, comme tu l'as dit, de la déception, mais aussi beaucoup de colère et d'incompréhension. Moi, me concernant, je me demande en fait, est-ce qu'on peut tomber plus bas que ça? Sachant que même s'il y a eu un match jeudi, j'estime que la fatigue physique ne doit pas être telle que les joueurs marchent et trottinent sur le terrain. Il y a beaucoup de personnes, et je parle pas que des joueurs qui doivent se remettre en question, je pense au sein du club, après une déroute pareille. Même si la deuxième mi-temps, en tout cas, à partir de l'entrée de Youssef Attal et Andy Delors, ça a été un petit peu mieux, mais c'est pas non plus transcendant. On peut pas dire que c'était le jour et la nuit. C'est très compliqué comme début de saison, c'est très compliqué tactiquement, c'est très compliqué individuellement. Offensivement, c'est le néant total. Donc voilà, enfin, le constat est quand même sans appel et il va falloir que ça vite redresser la barre parce que cette année, il y a 4 descentes. On n'a pas envie d'être 17e.
On regarde, voilà, on pense déjà à la descente, hein. Bon, c'est forcément, prématuré, bien entendu, mais là, on est tellement, dans une situation où on a du mal à voir à en tout cas, quel levier actionner pour inverser cette dynamique, cette spirale négative. Parce que, tout simplement, on ne peut pas non plus recruter encore 15 joueurs. On avait déjà du mal à recruter et on a toujours du mal à recruter des joueurs, pour doubler les postes. Là, si en plus on en est à devoir vendre des joueurs qui, font des prestations, comme on l'a vu, cet après-midi en espérant les remplacer, ça semble être mission, impossible. Donc on va partir forcément avec l'essentiel de ce groupe pour la saison à venir. La bonne nouvelle, si on peut appeler ça une bonne nouvelle, c'est que peut-être que jeudi soir, il y aura une compétition de moins à jouer. En tout cas, si on joue à ce niveau-là, c'est même certain. Tu disais, Chris, voilà, beaucoup de remises en question qui doivent être opérées, que ce soit sur et en dehors du terrain à l'OGC Nice. On va peut-être déjà commencer par le terrain, ce qu'on a vu et ce qui est de plus frais dans nos esprits pour cet après-midi. Et commençons par le commencement et le 11 peut-être de Lucien Favre. Donc match tous les 3 jours oblige. Il y avait forcément du turnover, c'était attendu, on n'a pas franchement été surpris, en tout cas sur le principe du turnover. Qu'avez-vous pensé de la composition d'équipe? Brièvement, c'est notamment les latéraux qui ont été remplacés, avec Flavius Daniluk à droite et Jordan Lotomba à gauche. Un petit turnover également au milieu de terrain avec, Pablo Rosario, qui est, revenu dans le 11 avec Mario Lemina. Et puis devant, voilà, c'était, Stengs et Brahimi. Derrière, Amine Gouiri, même si bon, il y a eu beaucoup de permutations. On a aussi, beaucoup vu, Brahimi en pointe. Pour vous, est-ce que c'était la bonne décision, le meilleur 11 possible, compte tenu de ce turnover un peu forcé? Ou est-ce qu'il y a déjà aussi, des causes de ce malaise à aller chercher dans les décisions du coach Favre? Moi, le 11 en fait, au début, j'ai pas été très surpris. Je m'attendais à quelques changements. Je crois qu'il y en a eu 5 par rapport à l'équipe qui a débuté, jeudi face au Maccabi Tel Aviv. Après, j'étais quand même surpris de ne pas voir, Alexis Beka et bon, dans une moindre mesure, Mattia Vitti, même si je pense qu'il faudrait que Dante souffle un petit peu parce qu'il va pas pouvoir il va pas pouvoir, faire tous les matchs. Donc ouais, ça me surprend un petit peu parce que bon, quand même BKBK et Viti, on a quand même investi beaucoup sur eux lors de ce mercato et pour l'instant, on les a pas beaucoup vus. Après, sur le 11 en lui-même, bon, encore une fois, sur le papier, ça semblait pas complètement incohérent. Le problème, c'est qu'en fait, tous nos joueurs offensifs sont inoffensifs, en fait. Comme disait Chris tout à l'heure, on a rien devant. Moi, Stengs et Brahimi, que j'ai longtemps défendu, honnêtement, là, ça commence à être compliqué. Enfin, Stengs, il court même pas en fait, on dirait des fois, donc c'est quand même. Enfin, Ouais, moi, donc je suis quand même. l'un n'a pas de physique, l'autre n'a pas de football. Peut-être qu'en mélangeant Voilà, les meilleurs côtés des 2, en arrivant à en tirer un joueur potable, voilà, mais c'est ça. là, ça devient compliqué. Là, c'est Ça t'aurait appris compliqué. un rouge comme Lemina, hein. Ouais. Ouais. Et après, on a toujours Amine Gouiri qui traverse les matchs en marchant. Donc voilà. Enfin, c'est sur la compo après, sur le papier, c'était comme j'ai dit tout à l'heure, ça allait, mais en fait, les joueurs pour l'instant ne sont pas du tout au niveau. On a encore, enfin moi, je retiens encore une fois que Jean-Claire Todibo. Bon, on reviendra plus tard sur son carton rouge, mais encore une fois, il a essayé, il a fait ce qu'il pouvait. Il a même fait des montées pour essayer d'apporter un petit peu de plus, mais voilà, après je comprends aussi sa frustration en fin de match. Sinon après c'est vrai que c'était vraiment le néant, même au milieu, Pablo Rosario qui n'a rien fait au milieu, Kefren Turam qui a un peu de mal je trouve. Donc je vais pas le critiquer, mais je trouve qu'il a un tout petit peu de mal. Et après une défense qui est un peu, comme depuis le début de saison, qui a du mal à part Todibo. Donc on prend encore un but qui est largement évitable pour moi, où Lotomba lâche complètement le marquage sur Kawi. Donc j'ai pas trop compris pourquoi. Et donc du coup, il est tout seul et il marque. Enfin, c'est normal quoi du coup. Mais bon voilà, c'est très très compliqué. Encore une fois, j'ai eu un peu de mal à réaliser ce qu'on a vu. Chris, est-ce que voilà, clairement, les joueurs n'ont pas été au niveau, ça, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une grande capacité d'analyse pour le constater, mais est-ce que, comme Jérémy, en fait, le 11, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux à la place de Lucien Favre et ça c'est davantage révélateur, de la faiblesse de l'effectif plutôt que des mauvais choix de Lucien Favre? Ou est-ce qu'on aurait malgré tout pu mieux faire ou en tout cas mieux démarrer la partie selon toi? Je sais pas si on aurait pu mieux démarrer la partie. Je pense que oui. Je pense que Alexis Claude Maurice aurait mérité une titularisation. Parce que, ne serait-ce que parce qu'il a été utilisé
de façon intensive pendant les matchs amicaux et qu'on ne l'a pas vu démarrer une seule minute avant ce match face à Clermont. J'en veux pas trop à Kefren Turam parce qu'il a fait 90 minutes pleines sur les 3 précédents matchs. Et franchement, je pense qu'il a aussi plein les baskets de voir que dans le jeu, ça ne progresse pas. Mais sinon, ce 11-là, autant il me surprend pas, autant j'aurais peut-être préféré voir Gouiri en pointe que Brahimi, parce que Brahimi en pointe, c'est vraiment le zéro football, quoi. Je suis désolé, hein, je vais peut-être heurter certains, mais c'est vraiment le néant le néant offensif. Stengs, voilà, c'est un joueur sur qui je plaçais beaucoup d'espoir et qui ça ne progresse pas en fait. C'est très compliqué de voir ce joueur. Je dis pas qu'il tente rien, mais je trouve que ce qu'il tente c'est pas intelligent dans le football. Voilà, j'ai un problème avec ça. Sinon, si après ce match-là, on ne voit pas que le manque le plus criant, c'est les latéraux, je peux plus rien faire pour la cellule de recrutement là. Voilà, je comprends pas. Lotomba à gauche, je savais que ça allait être compliqué. Déjà, les commentateurs qui disent que Lotomba va démarrer à droite, soit ils ne regardent pas les matchs de l'OGC Nice depuis la saison dernière, soit ils ne connaissent rien au football et je comprends pas. Donc on savait que Danny Lux allait être à droite et Lotomba à gauche. Et Lotomba à gauche, autant j'ai pas grand chose à lui reprocher dans les montées qu'il a fait. Il a quand même essayé 2-3 trucs, mais voilà, il était limité par son côté droitier. Autant sur le but, j'ai envie de lui mettre un coup de boule. Franchement, c'est clairement, je plaisante pas, j'ai vraiment eu... Là, franchement, j'ai envie de l'étrangler quand je vois ça. Comment tu peux ne pas marquer Raoui, qui est, enfin, qui est dangereux en fait dans la surface. Il est très rapide dans la surface. Il voit très bien les ballons qu'on lui envoie. Il marque contre nous à chaque match. En plus, accessoirement, hein, c'est quand même notre bête noire, hein, Salif Inraoui. Ah, c'est notre, franchement, c'est notre nouveau Ben Yedder, lui. C'est un truc de fou. Hein. C'est incroyable. Mais en tout C'est cas. Ben Yedder après le vaccin, par contre, quand même. Hein, faut pas... Ah ouais, ouais. ouais. mais non, mais en fait, ce que je comprends pas, j'ai pas grand chose à lui reprocher dans ses déplacements dans les couloirs. Il se procure même une occasion suite à la passe de Brahimi. Il a eu le bon tempo pour bien se placer devant la surface. Après, c'est pas un attaquant, il essaie de les mettre entre les jambes du gardien. Je vais pas lui reprocher ça, quoi. Même si sur son pied droit, il doit essayer de la reprendre direct parce que justement, elle arrive sur son pied droit. Mais bon, bref. Mais par contre, ça, je peux pas pardonner ce genre d'erreur-là. À ce niveau-là, enfin, tu peux pas ne pas être concentré sur un marquage dans la surface dans les 6 premières minutes de jeu. C'est pas possible. Ou alors, t'as rien à faire en Ligue 1. Alors effectivement, la défense a encore failli, un 4e match de la saison, 4e but encaissé. Bon, un but par match, ça fait désordre forcément, même si tu étales ça sur un championnat de 38 journées, tu es une des meilleures défenses avec 38 buts encaissés. Ce qui est quand même plus inquiétant, c'est cette incapacité chronique à marquer pour l'OGC Nice. Jérémy, tu le disais, hein, voilà, des attaquants qui ont été en dessous de tout. On va rester quelques minutes sur le 11 encore de Lucien Favre. Ce choix de titulariser encore Kevin Stengs, Bilal Brahimi, hein, qui avait fait quelques entrées jusque-là, Amine Gouiri, même si Amine Gouiri n'a pas forcément débuté dans l'axe comme on aurait peut-être aimé le voir, mais bon, dans la partie, ça s'est aussi vite réajusté, ça a pu permuter. Est-ce que ce n'est pas aussi symptomatique de notre gros manque de solutions devant? Chris, voilà, parlait de Alexis Claude Maurice qui a fait toute la préparation et qu'on n'a plus vu après. Il y a clairement un problème autour de sa situation. En tout cas, peut-être qu'il y a un départ qui serait nécessaire, mais le message est bizarrement passé. On peut penser voilà, hein, à Alexis Trouillet, à Lucas Acuna, voilà, tous ces joueurs qui sont vraiment tricards et qui de toute façon ne seraient peut-être pas non plus meilleurs que ceux qu'on a vus jusque-là. Rarechilier devait logiquement souffler pour être gardé pour le match retour face à Tel Aviv. Voilà, est-ce que c'est peine perdue en attendant une recrue? On pense à Nicolas Pepe, par exemple. Ou est-ce que il y avait voilà, s'il y a encore un espoir en tout cas pour ces joueurs sur la pelouse aujourd'hui? En fait, dans les joueurs que tu as cités, donc Alexis Claude Maurice et Alexis Trouillet, moi honnêtement, je suis très frustré vraiment de pas les voir en fait, parce que je pense que là, on a un gros problème en fait entre notre milieu et notre attaque. On n'a pas de liant, donc en fait, on n'a aucun joueur créatif, aucun joueur qui fait des différences.
et qui est même capable de garder le ballon en fait. Donc du coup en fait à chaque fois on joue trop lentement, la défense adverse arrive à se replier et donc on tourne autour de la défense sans pouvoir se créer de véritables occasions. Et justement, ces deux joueurs, Claude Maurice et Trouillet, ce sont typiquement des joueurs qui pourraient nous aider. Alors c'est déjà exceptionnel, on a vu Claude Maurice rentrer à la fin de match, donc bon, il n'a pas rien pu montrer parce qu'on a eu les deux cartons rouges. Mais oui, voilà, c'est un cas qui est très très bizarre à moi, qui me frustre beaucoup, parce que je pense il pourrait nous apporter, et de toute façon, je ne vois pas comment il pourrait faire pire que ce que l'on a vu aujourd'hui. Donc oui, vraiment on a un gros manque offensif actuellement. J'espère que alors, c'est même pas peut-être même des recrues qui vont arriver parce que j'ai vraiment l'impression que les joueurs qu'on a actuellement déjà devraient faire beaucoup mieux à tous les postes, hein, pas qu'offensivement. Mais c'est vrai qu'on a vraiment de gros manques et là on prend vraiment trop de temps pour moi pour remplacer ces manques-là. Même si les joueurs qu'on a sur le terrain, notamment les offensifs, doivent faire plus. Enfin, ils ne montrent quasiment rien. Ils essayent même pas. C'est vraiment trop peu, trop peu. Chris, je me permets parce qu'entre-temps, on m'a envoyé par message la réaction de Lucien Favre, hein, que j'ai pas eu le temps de regarder parce qu'on a lancé cette émission directement après la rencontre, un peu pour s'en débarrasser, je vous avoue, mais je pense que vous nous comprenez si vous avez le courage de nous écouter cette semaine. Lucien Favre, voilà, qui déjà, pour finir sur les joueurs offensifs, demande des joueurs, enfin, en tout cas des ailiers qui savent centrer, donc sacré uppercut à Calvin Stengs et à Bilal Brahimi notamment. Pour lui, les cartons rouges, et on y viendra après, ne sont pas forcément mérités. Le nul aurait été plus logique. Et puis globalement satisfait de la première période et voilà, qu'avec un peu de travail, ça devrait le faire, même s'il se contenterait d'un match nul face à Marseille. Donc à la fois par rapport à ce qu'on a dit dans ce début d'émission et avec ces réactions-là de Lucien Favre, quelle analyse voilà, tu fais sur la performance des joueurs offensifs et surtout un peu les leviers qu'on va avoir à actionner à très court terme, parce qu'il y a ces deux rendez-vous, le barrage retour face au Maccabi Tel Aviv et surtout le match face à Marseille après la semaine prochaine. Le constat, c'est que Lucien, avec 50 plus, c'est compliqué, là. Hein. Enfin, j'adore Favre. Je suis un fan invétéré de ce qu'il produit, mais déjà, bon, le tacle pour les ailiers, je suis d'accord. Là, ok. J'ai pas vu un bon centre. Les centres qui partaient directement en sortie de but, enfin, on Latéraux n'est et pas en National 2, quoi. ailiers confondus d'ailleurs. Là, voilà, Oui, tu latéraux, dis il est ailier, confondu. mais En fait, on parlait de en joueurs de fait, côté généralement. bah oui, mais clairement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein, c'est si tu vois pas après ce match-là que t'es en manque de latéraux, ben y a un problème, quoi. Je pense que c'est le message qu'il essaie de faire passer. Mais le problème, c'est que on a pris l'eau énormément du côté droit, notamment Danny Luc, le pauvre. Hein, franchement, moi, il me fait de la peine parce que il a pas de temps de jeu et quand il a du temps de jeu, bah il joue pas à son poste. Donc Un départ est évoqué vers l'Italie pour toi. Du coup, c'est peut-être l'opportunité pour lui comme pour nous. j'espère pour lui. Franchement, j'espère pour lui parce qu'il mérite plus de temps de jeu. Je trouve que c'est un joueur qui lâche rien. Même en difficulté, il essaie quand même de se battre pour récupérer des ballons. Donc là, très honnêtement, j'ai pas grand-chose à lui reprocher sur ce match-là, mis à part ces courses un peu trop longues, non compensées par Stengs. Là, pour le coup, c'était pour moi Stengs le problème. C'est là qu'on a pris l'os parce que les latéraux qui permutent pas et qui ne compensent pas les courses de l'autre quand un vient faire une intervention haut sur le terrain, si l'autre ne court pas, et on l'a vu 2-3 fois notamment sur la première mi-temps, forcément tu prends l'eau et puis c'était les défenseurs centraux qui viennent compenser et puis du coup tu laisses des espaces et voilà. Heureusement on n'a pas pris de but là-dessus, mais bon clairement là sur ce coup là il a raison. Par contre le reproche que je peux faire à Favre sur ce match-là, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est un peu la pompe qu'il a mis en place dès le départ. En tout cas, le schéma tactique qu'il a mis en place, je pense que le schéma en 4-4-2, comme il a essayé de faire en deuxième mi-temps avec les rentrants, c'était peut-être plus intéressant sur ce match-là, histoire d'avoir une assise défensive mieux gérée avec deux milieux centraux et des milieux un peu excentrés qui permettaient de jouer un petit peu sur les ailes, mais effectivement, techniquement, c'était tellement le néant que je sais même pas si ça aurait vraiment marché, quoi. Le match nul contre Marseille, par contre, non, j'ai pas envie. J'ai envie de gagner contre Marseille. Ça, c'est pas possible. Un peu d'ambition, ça ferait pas forcément de mal. Ouais. Il en avait hein, malgré tout aussi jeudi soir après la défaite
au match aller où il était assez convaincu de la faisabilité de renverser la situation au match retour. On espère que voilà, il trouvera de meilleures solutions dans quelques jours pour au moins nous assurer cette bonne soirée-là, hein, parce qu'on en manque un peu malgré tout ces derniers temps. Mais avant de se projeter sur les prochaines rencontres de l'OGC Nice et un peu sur la suite des déclarations de Lucien Favre, je voudrais qu'on parle après de ce coaching, de ces changements. Très clairement, si on doit essayer au maximum de voir le positif dans cette rencontre, il y a malgré tout des joueurs qui ont encore une fois marqué des points et qui ont peut-être définitivement assis leur statut de titulaire si leur physique le permet. Je pense forcément à Youssef Attal, déjà auteur d'une excellente rencontre face au Maccabi Tel Aviv, qui est rentré cette fois à un poste plus avancé dans lequel il est un peu moins à l'aise, mais très clairement, on a vu la différence dès qu'il est rentré. On peut parler aussi d'Aaron Ramsey, qui est rentré, qui a réussi à se procurer une occasion et qui a quand même apporté de la verticalité au jeu. Pour vous, il y a malgré tout ces ressources-là. C'est déjà une première hiérarchie qui se dégage. Et à l'inverse, certains absents, je pense à Rara Chilier, qui ont vraiment cruellement manqué, qui peuvent du coup aussi ne pas se faire trop de soucis par rapport à la concurrence. Ouais, totalement. Enfin, c'est vrai que c'est peut-être le seul point positif que je vois de ce match-là. C'est un petit peu le changement qu'on a fait, je crois, à la 60e minute, il me semble. Il y a eu un changement de schéma tactique et les entrées d'Andy Delors, Youssef Attal, Aaron Ramsey. Alors moi, Attal, c'est vrai qu'il a fait une bonne entrée encore. En fait, sur sa première action, il a réussi à déborder, à faire un centre. J'ai eu waouh, je me suis dit qu'est-ce qui se passe? On a vu un beau centre qui amenait un corner, donc c'était déjà pas mal. Andy Delors qui a fait une bonne entrée aussi. Enfin, je trouve que il a fait une très belle frappe d'ailleurs. Et au moins, il a tenté, il a beaucoup tenté. Ramsey aussi, comme je disais dans la précédente émission, quand il est sur le terrain, on arrive quand même plus à se trouver, notamment au milieu. On a un peu plus de jeu, de verticalité, donc il fait du bien. Et c'est bon, c'est dommage. Après, on n'a pas pu voir cette équipe-là jusqu'au bout. Du coup, avec les 2 cartons rouges qui ont vraiment anéanti la fin de match. Mais c'est vrai que bon, voilà, c'est on va dire le seul point positif, ce changement un petit peu tactique en passant à 3 derrière. Melvin Barr aussi qui a essayé quand il est rentré, il a essayé de faire des choses, de bonnes choses. C'était un peu mieux que ses dernières sorties, j'ai trouvé. Donc oui, voilà, le point positif, c'était les entrées de certains joueurs en effet. Alors déjà, Melvin, si tu nous écoutes, je te demande pardon parce que franchement, là pour le coup, sois titulaire à chaque match, s'il te plaît. Parce que Je bois du petit lait après cette rencontre quand même, parce que bon, je veux bien que je surcote peut-être un peu Melvin Barr, mais là, on aura quand même du mal à me convaincre que Jordan Lotomba, bizarrement, c'est beaucoup mieux d'un coup. Bon, j'espère que la prochaine Jordan Lotomba sera meilleure que les 2 joueurs que je viens de citer, mais en attendant, dans ce qu'on a actuellement, je vois pas trop comment faire. Non mais écoute, le constat était clair. J'ai regardé le match avec mon meilleur ami qui lui supporter de Bastia, on se refait pas. Et qui était à fond avec moi pour le match. Il me disait putain mais comment c'est possible, il comprenait pas. Et je lui ai dit à un moment donné, il m'a regardé choqué. J'ai dit putain mais j'espère que Bard il va rentrer. Il m'a regardé, il était choqué. J'ai dit oui, tu as bien entendu ce que je viens de dire. J'espère que Bard va rentrer. Et effectivement quand il est rentré, avec les 2 autres, les 3 autres entrants, du coup quand Ramsey est rentré avec Delors et je me souviens plus très bien de l'ordre des rentrées, mais avec Attal. Déjà, quand tu as des joueurs de football qui sont techniquement supérieurs à ce que tu as sur ton 11 de départ, ça change tout. Et effectivement, je rejoins Jérém, je suis extrêmement frustré de pas avoir pu voir la finalité sur les 25 dernières minutes de ce match. Je pense qu'on pouvait égaliser, il y avait vraiment moyen. En fait, la différence que je fais, notamment au niveau des attaquants, c'est que j'ai l'impression que nos attaquants qui étaient alignés aujourd'hui, cet après-midi, sur le 11 de départ, dès que tu approches des 16,50 m, le ballon prend feu, tu es dans Mario Battle League Football, et tu n'arrives pas à frapper. Non mais c'est vrai, je ne comprends pas en fait. Il y en a qui ont les pots de banane intégrés quand même, très clairement aussi. Mais... Non mais c'est incroyable d'avoir les pieds qui te brûlent autant, notamment Gouiri. Je suis très frustré de son poteau parce que je pense qu'il aurait mérité de marquer, même si l'action, elle vient suite à un contre favorable pour nous. Un contact favorable pour nous. Mais très honnêtement, quand Delors est rentré et que il essaie, en fait,
il était positionné sur le côté gauche de la surface adverse et qu'il laissait même pas les ballons à Guiri ou Bard parce qu'il voulait absolument frapper. Pour moi, c'est ça un attaquant en fait. Il va rater des choses, mais au moins il aura essayé. Et son contrôle frappe enchaîné alors que le ballon a pas touché le sol, et ben ouais, j'ai eu des petits frissons. Voilà. Je demande pas plus moi. Je demande pas plus, je demande juste des attaquants qui ont envie de marquer, qui ont pas peur de mal faire, qui ont un peu de confiance en fait, parce que ce métier-là d'attaquant, de buteur, tu peux pas le faire si t'es pas en Avec un peu l'ego et l'égoïsme pleine confiance, un peu nécessaire d'ego, pour. voilà, un peu d'ego. Et alors Ramsey, je sais pas vous, moi j'ai beaucoup de mal à comprendre sa façon de jouer, son positionnement. Je sais pas que les consignes qu'il reçoit de Favre, mais par contre, j'adore son esprit de vouloir absolument aller au bout d'une action et d'avoir absolument envie de marquer. Et c'est clairement ce qui nous a fait défaut sur les 65 premières minutes. En tout cas, sur les 60 premières minutes, pardon. Et qui m'a fait plaisir à voir, en tout cas, au moment des rentrées. Et puis Attal, Attal, il a su apporter cette petite touche technique en plus. Ces courses-là qu'on aime bien voir parce que c'est ce qui manquait en fait. Et là, ce qui est drôle, c'est que quand il est rentré, Danny Luc, tu l'as beaucoup moins vu haut sur le terrain. Bon, déjà parce qu'on est passé sur À une 3 espèce derrière, effectivement. ouais, 3-4-3. Enfin, j'ai pas trop compris le schéma qu'il a voulu mettre en place, mais en tout cas, les courses que faisait Attal, il les faisait de la moitié de notre partie de terrain jusqu'au haut, et du coup, t'avais pas cette mauvaise entente entre un ailier et un arrière latéral qui ne se comprennent pas et qui n'ont pas la même façon de voir le football apparemment. Je sais pas. Voilà. Et en Jérémy, tout cas, des pour, ballons qui atterrissaient dans la surface. Jérémy, pour conclure un peu sur ce match, et en tout cas, notamment sur le chapitre des entrants, on parlera des cartons rouges quand même pour terminer et faire totalement le bilan de ce déplacement à Clermont, à Ron Ramsey. On l'a vu quand il est rentré à la place de Pablo Rosario, si je dis pas de bêtises, échanger avec Mario Lemina, lui faire les signes comme quoi il allait aller de l'avant avec les mains. Et en fait, c'est vraiment ça. Il a vraiment fait l'essuie-glace. On a l'impression que c'était un joueur on dirait limite de percussion, même s'il était dans l'axe. En tout cas, c'était un véritable box-to-box. Il essayait de se projeter partout des 30-40 mètres dans notre camp jusqu'à quasiment la ligne de but sur son occasion en deuxième période. C'est vraiment sur lui que repose la quasi-totalité de la verticalité de l'OGC Nice aujourd'hui, dans un rôle qui ressemble peut-être un peu à celui que Kefren Turam avait en fin de saison dernière notamment. C'est ça, oui. C'est vrai qu'en fait, pour l'instant, c'est un petit peu, il joue en électron libre, en fait. Il bouge beaucoup. Il essaye de se déplacer beaucoup, comment dire, de gagner des zones du terrain, en fait, de libérer des espaces. J'ai remarqué plusieurs fois. Il essaye, en fait, il fait ce qu'il peut. Et moi, je suis quand même, je suis content qu'il nous reste quand même des joueurs qui essayent de faire des choses, notamment, bon là, sur ce match-là, lui, il a fait vraiment du bien quand il est rentré. Et c'est vrai qu'à chacune de ses entrées, et même sa première mi-temps en Conference League a vraiment été bonne. Donc j'espère qu'il va continuer comme ça, qu'il va pouvoir maintenir ce niveau-là parce qu'on va vraiment avoir besoin de lui. Donc ouais, voilà. Je vous propose de passer au carton rouge. On en parlait un peu en off. Le carton rouge de Mario Lemina sur ce tacle par derrière. À mon avis, perso, je sais que vous ne le partagez pas nécessairement. Je trouve ça un peu sévère parce que Mario Lemina n'a pas non plus fait preuve d'une agressivité sans borne du reste de la partie. Il n'avait pas de premier carton jaune, sauf erreur de ma part. Et le geste est impressionnant et spectaculaire, mais le joueur n'est pas blessé. Le contact est malgré tout léger. C'est stupide parce que tac par derrière, tu sais que tu mets toutes tes chances pour prendre un carton rouge avec la frustration, tout ça. Mais peut-être que l'arbitre n'a pas fait preuve de beaucoup de psychologie pour rester poli. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce premier carton rouge? C'est mérité, c'est logique? Moi, ce carton rouge-là ne m'a pas surpris parce que bon, quand je l'ai vu tacler, je me suis dit bon, ça va finir en carton rouge parce que ces gestes-là, on sait très bien, surtout dans le championnat de France avec nos fabuleux arbitres, qu'on va avoir un carton rouge. Enfin, moi, ce carton rouge-là ne m'a pas surpris. Par contre, pour les deux joueurs, du coup, qui ont eu les cartons rouges, je comprends leur frustration. Et de toute façon, on a vu Mario Lemina dans son interview à la mi-temps qu'il était très très énervé. Même sur Amazon Prime, ils ont dit qu'il n'est pas rentré tout de suite au vestiaire. Il s'est assis sur le banc pour un peu se calmer, pour reprendre ses esprits, puis il est rentré au vestiaire.
Donc ouais, ça en dit long sur sa frustration, je pense, parce qu'il essaye quand même de bien faire. C'est comme j'ai dit tout à l'heure avec Todibo, le seul joueur en première mi-temps qui a tenté des choses. Ce J'ai sont l'impression. bizarrement les 2 qui Voilà, prennent un carton c'est rouge, ça. c'est vraiment une coïncidence. En fait, d'une part, c'est vrai que c'est bête de prendre ce carton rouge-là, parce qu'en plus, on était en train de revenir un petit peu dans le match, et c'est bête qu'un cadre comme Limina se prenne un rouge. Après, bon, bah, comme on va y venir pour Todibo, ça reste des êtres humains, et je pense que la frustration qu'ils ont eue sur ce match-là est totalement compréhensible au vu de la performance de leur coéquipier. Bon, Lemina, en fait, ce qui m'énerve un petit peu, c'est que, en fait, quand il est frustré à la mi-temps et qu'il dit que, il veut pas s'éterniser, d'ailleurs, après, apparemment, il va s'asseoir sur le banc et réfléchir un petit peu. Je me suis dit, bon, il va rentrer dans le vestiaire, il va pousser une petite gueulante, et c'est lui qui va définir le cadre de la deuxième mi-temps, tu vois. Et du coup, j'ai du mal à comprendre ce geste-là, surtout qu'on était dans un temps un peu meilleur, sans dire qu'on était dans un bon temps, et on était dans un temps où on avait un peu plus la maîtrise, on avait la possession de balle, ça ressemble un peu plus à du football, sans être encore ça. Du coup, je trouve que c'était un peu bête comme tacle. Maintenant, le rouge, c'est pas les vérités, hein, sur un tacle par derrière comme ça. C'est plus le geste qui est condamné que l'intention de faire mal, parce qu'il peut absolument pas faire mal, et il maîtrise juste pas son geste. On voit qu'il retient sa jambe droite pour pas justement faire le croc en jambe trop tard. C'est le genre de fautes qui font chier, en fait. Voilà. C'est le genre de fautes qui font chier parce que tu peux rien dire. Et surtout, par rapport à Todibo, autant, je trouve que même si, bon, il est très frustré, ça j'ai compris, mais encore une fois, je comprends pas la temporalité de la frustration, même si les Clermontois ont clairement essayé de rouler et de s'enflammer par terre telles des torches. Voilà, je comprends, mais encore une fois, c'est censé être un des leaders de cette équipe. Et ça fait 2 ans qu'il est comment ça s'appelle, en duo avec Dante. Bon, 1 an et demi parce que Dante était blessé. Et ce genre de choses-là, il doit l'avoir appris quand même, tu vois. Enfin, donc je suis un peu énervé après Jean-Claire, mais pas trop non plus parce que je le comprends. Maintenant, ce qui m'énerve le plus, c'est quand même l'arbitre qui, je trouvais, était plutôt favorisait plutôt le jeu dans la première mi-temps. Parce que quand même quelques fautes sympas, hein, notamment Danny Luc à un moment donné. Et je crois même que c'est Lemina qui fait une grosse faute aussi en première mi-temps, je me rappelle plus. Et en fait, le problème que j'ai avec ça, c'est que à partir du moment où Clermont a essayé de ralentir le jeu, de se jeter un petit peu, de faire quelques simulations, etc. Je sais pas ce qu'il lui a pris à l'arbitre. Il a commencé à nous sanctionner à tout va pour rien. Et à rentrer dans le jeu des simulations des il s'est fait Clermontois avoir aussi, hein. complètement. Il s'est fait avoir complètement. Et c'est un peu dommage parce que je trouvais qu'il maîtrisait quand même pas trop mal, tu vois, son match. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ils vont nous manquer. Hein. Lemina, c'est quoi? Il va prendre 3 matchs parce qu'il a pris un jaune plus un rouge direct, je crois. Donc, il a pris un rouge direct, le deuxième. Ouais, rouge direct. Donc, c'est 3 matchs. Todibo qui a eu À 2 jaunes. voir effectivement la durée des sanctions, parce que le calendrier, voilà, ça s'accélère, les échéances importantes arrivent. Jérémy, sur Todibo, bon, effectivement, un geste de frustration qui, je ne sais même pas quoi dire en réalité, parce que bon, bien sûr, c'est un geste d'énervement, mais bon, ni il vise quelqu'un, ni il a des mots déplacés. Il a déjà un carton jaune. L'arbitre sait très bien qu'en lui en mettant un deuxième, enfin voilà, il condamne. C'est une véritable sanction pour l'OGC Nice, pas que sur ce match, mais également sur les prochaines semaines. Ouais, voilà. Moi, je trouve que le carton rouge de Todibo est beaucoup trop sévère. Enfin, moi, je vois pas ce que ça peut faire à l'arbitre que Todibo lance le ballon en fait sur le terrain. Et en plus, il a même pas lancé dans les tribunes. Enfin, je veux dire, ça va. Il faut quand même pas exagérer. Son geste, bien sûr, c'est pas bien de faire ce geste-là. Mais je veux dire, il a pas fait un mauvais geste non plus envers l'arbitre, pas envers le staff, pas envers le joueur. Enfin, il a été, c'est un geste bien sûr qui n'est pas bon, mais je veux dire, comme tu l'as dit, il a déjà eu un jaune avant. Tu sais très bien que si tu lui mets un jaune, il va être exclu et qu'on va finir à 9. Et bon, voilà, comme je le disais en off tout à l'heure, si Todibo a un autre maillot sur le dos d'un d'autres grand club français, je pense pas qu'il a un deuxième carton jaune. Donc, Tu le vois ce geste par saison, tu vois? C'est oui, pas voilà, je veux dire, ça arrive dans d'autres clubs. Alors après, je regarde pas tous les matchs des autres clubs de Ligue 1, mais je veux dire, voilà, ça serait Kimpembe, bien. il sort pas. Hein. Je le dis, Voilà, Kimpembe, il fait la même chose, il prend pas le rouge.
Ça serait bien aussi qu'à un moment donné, l'OGC Nice soit arbitré correctement. Depuis l'année dernière, ça commence à faire beaucoup. Donc il faudrait peut-être qu'on monte un petit peu au créneau. Mais bon, là, ça, c'est un autre débat. Mais c'est sûr que sur ce deuxième jeune de Todibo, c'est pour moi révélateur de certaines failles de l'arbitrage dans notre championnat. Ouais, 8 cartons rouges, je crois, pour l'instant sur cette journée, hein. Peut-être il y a un mot qui s'est, passé entre les arbitres C'est énorme. de Ligue 1 parce que bon, C'est ou alors beaucoup. c'est la chaleur, je sais pas, la rentrée des classes qui approche, qui, stresse tous ces athlètes, je ne sais pas, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu compliqué quand même de comprendre ça parce qu'on n'a pas eu l'impression effectivement d'assister à une rencontre d'une brutalité et d'une implication extrême. On aurait peut-être même aimé d'ailleurs un peu plus d'implication dans les duels de la part des joueurs de l'OGC Nice. Je vous propose de clôturer cette page Clermont pour se projeter quelques instants sur la suite du calendrier, notamment ce barrage retour face au Maccabi Tel Aviv qui arrive rapidement. Je voudrais juste vous lire 2 réactions supplémentaires de Lucien Favre. Je ne sais pas si vous avez pu en prendre connaissance. Du coup, Lucien Favre qui conclut ce match face à Clermont en disant 2 choses. La première: je ne suis pas inquiet. Il y a des choses que je vois mais dont je ne veux pas parler. Je ne parle pas de l'arbitrage. Concentration sur le prochain match jeudi. Il faut qu'on se remobilise et qu'on avance. Alors, à votre avis, à quoi fait-il référence quand il dit il y a des choses que je vois et dont je ne veux pas parler? Et je vais directement vous glisser la deuxième partie de la réaction. Ça peut trotter dans la tête d'autres personnes, ce rachat de United par Ineos, mais pas dans la tête des joueurs. Voilà. Qu'en pensez-vous? Alors pour répondre à la première phrase qu'il dit qu'il est pas inquiet, moi je suis inquiet par contre, avec ce qu'on a vu aujourd'hui. Après voilà, il va pas dire qu'il est forcément inquiet pour pas non plus déstabiliser le groupe, plus qu'il ne l'est à mon avis. Après par contre moi quand je pense qu'il dit qu'il a vu des choses mais qu'il ne veut pas en parler, je pense qu'il se rend compte en fait du niveau de certains de nos joueurs qui sont qualifiés de bons, voire très bons joueurs et qui en fait ben, ne le sont pas, ne le sont peut-être pas forcément, enfin en tout cas pour le moment, sur ce début de saison. Et après, je pense que le tacle sur, enfin le fait qu'il parle de Manchester United est révélateur, parce que moi, en tout cas, je le place là comme ça, mais ça m'a un petit peu agacé que ça sorte encore dans la presse, cette histoire de rachat d'un club anglais. On y a déjà eu droit avec Chelsea à Au une pire semaine moment, de juste avant la, le voilà, barrage, hein. En plus de voilà. 2 En fois, le plus, timing est catastrophique. voilà, c'était mon point, c'est que déjà l'année dernière, on a une finale de Coupe de France à jouer. Une semaine avant, on a le rachat de Chelsea dont on parle avec Jim Ratcliffe. Maintenant, c'est Manchester United. Bon, s'il a envie de prendre un club anglais, qu'il l'achète, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi réfléchir un petit peu au timing. Donc je pense que si Favre dit ça, c'est pas par hasard. Je pense qu'il a glissé pour montrer que ça lui avait pas plu. Peut-être je me trompe, mais en tout cas, c'est mon avis. Mais en tout cas, voilà, moi, globalement, je suis quand même inquiet. Par contre, pour la suite, notamment les prochains matchs, on va jouer contre Marseille, Lille et Monaco, dont on est très très loin pour l'instant à tous les niveaux. Je comprends, je comprends que Favre, il en est. Enfin, je vais pas dire qu'il en a déjà marre, mais ça commence mal, quoi. Enfin, à peine arrivé, on lui vend un projet, on le fait revenir, sortir un peu de son année sabbatique. Et là, il entend Manchester United, et entrer au capital, etc. Donc, je pense que comme nous, il a besoin d'un peu de respect dans son environnement de travail et que le timing de ce genre d'annonce, c'est un peu, enfin, c'est pas bien en fait. Et le problème, même s'il dit que les joueurs ils entendent pas ce genre de choses, et il a raison. Lui, il peut pas montrer, enfin, il montre sa frustration là parce que ça l'énerve, mais il peut pas non plus dire que c'est ça qui fait tanguer la cohésion d'équipe, etc. Parce que ce serait ridicule de dire ça, mais maintenant, je pense qu'il envoie des signaux clairs que ça commence mal et que si ça continue comme ça, il va pas faire long feu, en fait. Ce qui serait normal. Moi, je le vois comme ça. Bon, une grosse climatisation là quand même après, des semaines où nous étions plutôt, positifs, notamment suite au départ de Julien Fournier et au retour de Lucien Favre. C'est compliqué, mais on va espérer que dans les prochaines semaines, ça se passe un peu mieux, voilà, hein, 15e du championnat, l'OGC aujourd'hui en ballottage défavorable sur la scène européenne. Bon, bah, écoutez, je pense que messieurs, on peut résumer ça à, une victoire jeudi, une qualification même davantage qu'une victoire jeudi.
et peut-être qu'on respirera et qu'on verra l'avenir de façon un peu plus positive. C'est essentiel pour vous cette qualification ou à l'inverse, se décharger d'une compétition, c'est peut-être aussi travailler plus sereinement? Moi, je pense que ça reste essentiel. Alors c'est vrai que la première, moi aussi j'ai eu cette réaction-là de me dire: «Bon, si on a déjà du mal en Ligue 1, est-ce que c'est une bonne idée de continuer en Conference League?» Mais bon, j'ai quand même envie de, la tête un peu plus reposée, j'ai quand même envie, bien sûr, envie de me qualifier, j'ai quand même envie qu'on aille dans cette coupe d'Europe et d'avoir un petit peu aussi cette ambition de faire quelque chose dans cette coupe d'Europe. Après, j'ai quand même envie d'essayer d'avoir un petit peu des motifs d'espoir et de me dire que ça va quand même aller mieux. On a quand même des choses pour, on a quand même des joueurs qui sont pas, qui normalement ne sont pas mauvais et qui sont censés montrer autre chose que ce qu'ils ont montré aujourd'hui. Donc je pense que les 2 prochains matchs qui vont arriver en fin de semaine contre le Maccabi Tel Aviv et Marseille vont être très très importants. Je suis très inquiet pour le match contre Marseille, honnêtement. J'espère qu'on va y arriver, qu'on va gagner, qu'on va montrer quelque chose. Mais sur ce qu'on montre depuis le début de la saison et ce que montre Marseille, même si c'est pas parfait, mais ça joue quand même. Je suis inquiet. Mais voilà, j'espère. De toute façon, on est là, on est supporters et on va continuer à les soutenir. Donc il faut que nous on garde espoir. Ouais, on sera au stade, jeudi, pour notre plus grand bonheur et notre plus grand malheur. À se demander si on n'est pas masochiste, des fois. Chris, pour terminer cette émission, la priorité, c'est Mhm. plutôt Tel Aviv, plutôt Marseille ou plutôt les 2, si on veut assumer les ambitions affichées par le club? Pour moi, c'est les deux, hein. Pour moi, c'est les 2 matchs déjà les plus importants de la saison. Parce que je pense qu'on n'a pas assez l'occasion d'avoir de se qualifier pour une coupe d'Europe pour faire la fine bouche. Et je réitère mon appel, hein, enfin je dis il faut qu'il y ait un maximum de monde au stade parce que enfin faut qu'on montre que nous aussi on aime ce club plus même que les joueurs, plus même que l'organigramme, tout ce que vous voulez. Il faut vraiment que ce stade soit plein. J'en doute, mais j'ai toujours donné une suite d'espoir. Et puis jouer une Coupe d'Europe, c'est pas tous les ans, donc c'est important déjà de vivre ces moments-là. Je trouve que en tant que supporter, c'est quand même sympa, tu vois. Au stade, c'est Effectivement. une autre étrangère, c'est enfin moi, j'y ai pas assez goûté pour m'en passer, personnellement. Et on en redemande en plus à chaque fois Et et on en redemande à considérant chaque fois. le dernier parcours qu'on a fait en Coupe d'Europe en plus, je pense qu'il y a aussi une question quand même d'honneur Ouais. à laver rapidement. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. Finalement, on se demandait si on allait tenir plus de 5 minutes. On a fait, quasiment, 3/4 d'heure. J'espère qu'on a été, à la Pas fois mal. assez, incisif et saoulé pour montrer notre mécontentement, mais, quand même assez constructif pour que ce soit plus agréable que des cris de chatons à écouter pour de votre part, chers auditeurs. Vous retrouvez cette émission sur la chaîne YouTube de Sports Content, Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music et à peu près toutes les autres plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un pouce, à mettre 5 étoiles, voilà ce qui vous en dira. Et puis on se retrouve dès vendredi avec ou non une qualification européenne en poche. On croise les doigts, on sera au stade comme le disait Chris et d'ici là, Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.